L'armée de l'air russe s'effondre. En ce moment même, en temps réel, des avions de guerre tombent en panne en plein vol. Les moteurs s'arrêtent. Des bombes tombent d'avions au décollage. Et dans certains cas, la Russie perd des avions de chasse, sans que l'Ukraine ne tire un seul coup de feu. C'est cette armée de l'air qui était censée dominer le ciel. Au lieu de cela, elle se détruit elle-même. Et c'est ce qui fait de cela un échec historique que Poutine ne peut pas cacher. Parce que lorsque la Russie a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale en février 2022, l'issue dans les airs semblait inévitable. Les analystes occidentaux prévoyaient une supériorité aérienne russe en quelques jours. Les forces aérospatiales russes sont entrées en guerre avec environ 1500 avions de combat, soit plus de 12 fois la flotte ukrainienne d'avant-guerre. Elle a déployé des chasseurs avancés comme le Su-35S, le Su-30SM et le Su-34 soutenus par des défenses aériennes à longue portée, des bombardiers stratégiques et des systèmes radars aéroportés. Selon la plupart des estimations, la force aérienne ukrainienne ne devait pas tenir une semaine. Pour aggraver la situation, la flotte ukrainienne se composait d'appareils soviétiques vieillissants, souvent mal entretenus après des années de sous-financement. Mais un fait surprenant s'est produit en chemin vers la supériorité aérienne. La Russie a en réalité fait bien pire que prévu, avec sa force aérienne qui s'est détériorée de mois en mois au cours des 4 années de la guerre. Vous voyez, les forces aérospatiales russes, ou VKS, sont entrées dans cette guerre avec un problème fondamental. Toute sa doctrine militaire était construite autour d'un modèle défensif. Les pilotes russes étaient formés à opérer sous la direction constante des contrôleurs au sol, interceptant les menaces en approche, plutôt que de mener des campagnes offensives complexes dans un espace aérien contesté. Lorsqu'ils ont été contraints d'effectuer des missions de pénétration en profondeur au-dessus d'un pays équipé de missiles solaires modernes, de missiles solaires portables, de réseaux radars et d'avions de chasse occidentaux de plus en plus performants, l'aviation russe a révélé des failles structurelles que même un plus grand nombre d'appareils n'aurait pas pu dissimuler. Incapables de neutraliser les défenses aériennes ukrainiennes, les avions russes ont adopté des tactiques à distance. Mais les missions n'ont jamais cessé, et ce rythme implacable est en train de ravager la flotte. La preuve la plus évidente de la détérioration de l'état des VKS est apparue en mars 2026 lorsque le groupe ukrainien Ozint-Flow a publié un rapport classifié de la sécurité des vols militaires russes couvrant seulement 3 semaines d'opération, du 29 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le document n'a pas été officiellement reconnu par Moscou, mais il porte toutes les caractéristiques d'un véritable rapport interne de l'armée russe. Notamment, même la propre chaîne Telegram non officielle de la force aérienne russe, Fighter Bomber, qui réfute régulièrement les affirmations ukrainiennes, n'a pas tenté de contester le document. Et ce que révèle le document est frappant. En moins de 3 semaines, l'aviation militaire russe a enregistré 24 incidents distincts sur au moins 18 aérodromes et bases. Mais il ne s'agissait pas de pertes au combat causées par l'Ukraine, qui mène des efforts audacieux pour lancer des frappes de drones en profondeur sur le territoire russe. Au lieu de cela, il s'agissait presque exclusivement de défaillances mécaniques, d'erreurs d'équipage et de problèmes structurels qui ont contraint les appareils à se poser sans qu'un seul missile ukrainien ne soit tiré. Et le problème le plus courant, une simple panne de moteur. En effet, 9 des 24 incidents enregistrés impliquaient les 2 mêmes alertes dans le cockpit. Des copeaux métalliques dans l'huile et une faible pression d'huile, suivie d'une réduction des gaz, de l'arrêt du moteur et d'atterrissage d'urgence sur un seul moteur. Les appareils concernés vont du Su-34 et Su-30SM au Su-35S, et même des avions de transport comme la N-124 et l'Il-76. Le même type de défaillance s'est produit sur des cellules d'avions totalement différentes, sur différentes bases, sans mission commune. Ce schéma porte toutes les marques d'un effondrement systémique de la maintenance et de l'industrie au sein de l'armée de l'air russe. L'entrée la plus accablante du document concerne le Su-30 SM2 numéro de queue 91. Le 4 janvier 2026, l'appareil a déclenché une alerte de copeaux métalliques dans l'huile du moteur droit en plein vol, a coupé ce moteur et a atterri à la base aérienne de Milirovo avec un seul moteur en fonctionnement. 5 jours plus tard, un rapport sur le même appareil a montré qu'il avait rencontré le même problème. Le même moteur, la même alerte, le même atterrissage sur un seul moteur à Milirovo. On peut dire que la Russie a bâclé les réparations et a remis l'appareil en service actif sans corriger la panne sous-jacente. L'expert en aviation Anatoly Kravchinsky avait signalé des problèmes plus larges lors d'une interview en 2025 en expliquant que
La perte par la Russie de l'accès aux fabricants de moteurs ukrainiens Motor Sich et Ivchenko Progress. En 2014, cela a gravement affecté certaines parties de son secteur aéronautique, en particulier les flottes de transport et d'hélicoptères, et son programme de substitution aux importations peine depuis lors. La panne répétée du Su-30 SM2 numéro de queue 91 illustre au contraire de façon frappante les difficultés de maintenance et de soutien au sein de la force. Ensuite, les choses sont passées du sublime au ridicule. Le 3 janvier 2026, un Su-34 menant une mission de combat contre l'Ukraine a vécu quelque chose qui semble presque impossible. Une bombe planante guidée FAV-500 est tombée de l'appareil au moment du décollage, sans qu'aucun ordre n'ait été donné. La bombe, équipée d'un kit de guidage UMPK, a atterri à quelques centaines de pieds devant la piste dans la direction du décollage. Encore plus choquant. Le pilote a tout de même poursuivi la mission, comme s'il n'avait pas perdu une munition qui aurait servi à frapper l'Ukraine à distance. Ce n'était même pas un événement isolé. Le média de surveillance Astra a recensé au moins 10 bombes aériennes russes tombées sur le territoire russe ou occupées par la Russie en 2026 jusqu'au 5 mars. Après avoir recensé au moins 143 incidents de ce type en 2025 et 165 en 2024. Il s'avère que les bombes planantes, qui sont sans doute l'arme offensive principale de la Russie, tombent spontanément sur son propre territoire à un rythme décroissant. Le rapport mentionne également un hélicoptère Mi-8 revenant à sa base à Jankoï, en Crimée occupée, le 2 janvier 2026 après une mission de combat nocturne. 2 fortes détonations près de la poutre de queue ont entraîné une perte totale de contrôle. L'équipage l'a ramené à la 3e approche grâce à la technique de voilure fixe, habituellement réservée aux appareils, avec rotor de queue totalement hors service. L'inspection après le vol a révélé un trou d'environ 30 cm sur 30 dans la poutre de queue, des câbles sectionnés, une antenne radio HF détruite et un fragment métallique aplati. De la taille d'une feuille d'imprimante, il a été retrouvé dans la cabine de chargement après avoir traversé la porte coulissante et frappé la plaque blindée du cockpit. OSINTFLO a évalué que le profil des dégâts correspondait à un fragment provenant d'un missile de défense aérienne russe et non à un engagement avec les forces ukrainiennes. En d'autres termes, la défense aérienne russe a peut-être abattu son propre hélicoptère. Prenez un instant pour y réfléchir. La Russie est aujourd'hui vue comme l'un des pays aux systèmes anti-aériens les plus avancés, après des décennies d'investissement pour rivaliser avec les modèles américains. Même si les systèmes anti-aériens n'ont pas aussi bien fonctionné que prévu, abattre des avions alliés, c'est vraiment le comble. Certes, de nombreux autres incidents présumés ont eu lieu durant les 3 semaines évoquées dans le rapport OSINTFLO, y compris un Su-35S qui a heurté la porte de son propre abri renforcé en roulant, endommageant sa nacelle de guerre électronique Kibni, et un MiG-31BM qui a éclaté un pneu du train d'atterrissage principal après la défaillance de son parachute de freinage. Un hélicoptère d'attaque KA-52M, qui a subi une panne complète du système hydraulique lors d'une mission de combat de nuit, a effectué un atterrissage forcé sur le terrain. Et un avion de transport Tu-134A qui a fissuré le pare-brise du commandant seulement 13 minutes après le début du vol. Étant donné leur gravité et leur similitude, on peut affirmer que la flotte aérienne russe tente d'opérer dans des conditions pour lesquelles elle n'a jamais été conçue. Preuve à l'appui, l'armée de l'air russe fait voler ses appareils à des rythmes extrêmes depuis sa campagne en Syrie en 2015. Et ce rythme s'est multiplié plusieurs fois depuis février 2022. Selon une analyse de la RAND Corporation de 2024, les VKS faisaient voler leurs appareils à environ 2 à 4 fois leur nombre d'heures de vol annuel prévu. Normalement, en temps de paix, un avion comme le Su-35S verrait son moteur Saturn AL-40 et un F-1S subir une révision complète après environ 1000 heures de vol. Mais en situation de guerre réelle, l'avion doit voler à basse altitude et suivre le relief pour éviter les radars, utiliser à plusieurs reprises la post-combustion pour s'échapper rapidement du territoire ukrainien, après avoir largué la bombe planante, et manœuvrer pour échapper aux défenses anti-aériennes ennemies. L'intervalle d'entretien recommandé se réduit soudainement de 1000 à seulement 700 voire 500 heures de vol. RAND a estimé que la surutilisation à elle seule coûtait à la Russie environ 26 avions par an en pertes dites imputées, c'est-à-dire des avions non détruits au combat mais cloués au sol de façon permanente ou semi-permanente à cause de la fatigue du métal et de l'usure. À la fin de 2023, ces pertes imputées s'élevaient déjà à environ 60 appareils. À l'heure actuelle, ce chiffre est nettement plus élevé. Et la situation empire pour la Russie. L'organisation de renseignement, en source ouverte,
Oryx a confirmé visuellement la destruction ou la capture d'au moins 40 Sukhoi 34 jusqu'à 8 Sukhoi 35, au moins 170 avions à voilure fixe au total et environ 170 hélicoptères. Même les actifs de plus grande valeur de la Russie n'ont pas été épargnés. L'Ukraine a abattu au moins 2 avions radars Beriev A-50U, chacun valant environ 300 millions de dollars. En utilisant une combinaison de missiles solaires Patriot fournis par les États-Unis et un système de missiles longue portée S-200 de l'époque soviétique, fonctionnant selon des modes d'engagement de missiles non conventionnels sans radar. Ces A-50 sont essentiellement irremplaçables, puisque la Russie n'a pas la capacité industrielle ni la possibilité d'importer les pièces nécessaires en raison des sanctions. Le coup de grâce est survenu en juin 2025, lorsque des drones ukrainiens ont frappé 5 bases aériennes russes, abritant des bombardiers stratégiques actifs au cœur du territoire russe. En une seule nuit, au moins 2 bombardiers stratégiques Tu-22M et 4 Tu-95 ont été détruits ou gravement endommagés. Ces appareils, valant chacun des centaines de millions de dollars, étaient aussi l'un des principaux moyens pour la Russie de projeter sa puissance par la dissuasion nucléaire. Opération Spy. L'opération Spiderweb aurait endommagé ou détruit environ 40 avions militaires au total, en ciblant non seulement des appareils finis, mais aussi la capacité de production de la Russie elle-même. La capacité de l'Ukraine à frapper ses cibles, mais surtout à se défendre contre un ennemi numériquement supérieur, a également été considérablement renforcée par l'arrivée régulière d'avions occidentaux. Avant 2024, l'Ukraine utilisait une flotte vieillissante de MiG-29, Su-27 et Su-25 de l'ère soviétique, des appareils que la Russie connaissait parfaitement et dont les limites tactiques étaient bien comprises. Mais la livraison de F-16 en provenance des Pays-Bas, de la Norvège, du Danemark et de la Belgique a commencé à changer la donne. Les Pays-Bas, à eux seuls, ont terminé la livraison de 24 F-16 en mai 2025. La Norvège en a fourni 14, le Danemark s'est engagé à en livrer 19, et la Belgique a promis d'en fournir 30 de plus d'ici 2028. La France a ensuite envoyé 6 avions, Mirage 2005 tout au long de l'année 2025, et la Suède a annoncé en octobre 2025 une lettre d'intention pour étudier l'exportation de jusqu'à 150 avions, Sarjas 39 Gripenier. En particulier, les F-16 et les Mirage ont déjà été utilisés opérationnellement pour intercepter des missiles de croisière russes. Ces avions ont apporté à l'Ukraine une avionique, un radar et une capacité de tir de missiles au-delà de la portée visuelle aux normes OTAN, inégalée par les avions soviétiques. La Russie s'est retrouvée pour la première fois depuis la guerre face à des avions de chasse qu'elle ne savait pas contrer. Cette incertitude, combinée au réseau ukrainien de défense de points utilisant les systèmes Patriot, NASAMS et Iris-T, a rendu les pilotes russes de plus en plus réticents à s'aventurer dans l'espace aérien contesté. Mais si vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'équipement et les tactiques occidentaux font la différence en Ukraine, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous publions des vidéos quotidiennes qui couvrent chaque développement de la guerre, ainsi que des mises à jour sur la géopolitique mondiale. Maintenant, au-delà des avancées de l'Ukraine en avionique, la réponse doctrinale de la Russie a essentiellement été un point de discorde pour les analystes occidentaux. N'ayant aucun moyen d'exercer une domination aérienne sur l'Ukraine, après avoir échoué à le faire durant les premiers mois, alors que l'opportunité était la plus grande, la Russie s'est appuyée de plus en plus sur les bombes planantes. Il s'agit de bombes FAB 500, FAB 1500 et même FAB 3000 de l'ère soviétique, équipées de kits de guidage simples et d'ailes qui permettent aux avions de les larguer à 20 à 30 miles de distance et de retourner immédiatement en sécurité. Après avoir commencé par une cascade régulière de quelques dizaines de bombes par semaine début 2023, les estimations les plus récentes suggèrent que la Russie en utilisait jusqu'à 100 par jour sur l'ensemble du front à la fin de 2025. La stratégie s'est révélée militairement efficace pour frapper les positions ukrainiennes, mais les sorties de bombes planantes ne font pas disparaître les heures de vol. Le décollage, le transit vers la zone de lancement, le largage des armes et le retour à la base continuent d'user chaque composant. La Russie semble avoir réduit le risque pour ses pilotes et maintenu le rythme opérationnel, mais n'a pas trouvé de solution pour limiter l'usure de ses moteurs. Le rapport de sécurité des vols ayant fuité le montre tragiquement. 9 pannes moteurs en 3 semaines sur des avions dédiés au largage de bombes planantes résultent directement de l'utilisation intensive d'une flotte déjà dégradée. Et la capacité de la Russie à remplacer ou réparer ces appareils s'effondre en même temps que la flotte elle-même. Un rapport de novembre 2025 du Royal United Services Institute, intitulé Vulnerabilities in Sukhoi Production, a exposé en détail la crise de la fabrication.
La Russie n'a produit que 9 Su-34 en 2022, chiffre qui est passé à 13 en 2023, avec un objectif de seulement 17 pour 2025. Les livraisons de Su-35S ont atteint 10 sur les 12 commandées en 2024. Ainsi, la production annuelle combinée des Su-30, Su-34 et Su-35 est d'environ 20 appareils par an. D'après le rythme des rapports d'Oryx, cela suffit à peine à compenser les pertes confirmées au combat, sans parler des pertes imputées qui s'accumulent à cause de la surutilisation. Le véritable problème est l'isolement croissant de la Russie. La production dépend fortement des machines-outils étrangères, de l'électronique spécialisée et des ingénieurs qualifiés, dont beaucoup ont émigré. Les sanctions ont limité l'accès aux équipements de précision nécessaires aux chaînes de production. Les machines CNC japonaises de Sodic, dans une installation clé, ont été installées en 2017 et leur précision est garantie pendant 10 ans. La Russie ne peut plus légalement obtenir de remplacement ou de pièces détachées pour ces machines. Le temps est déjà compté. La crise de l'industrie de la défense, décrite par le magazine Défense en novembre 2025, est encore plus profonde. Les entreprises de défense russes fonctionnent dans ce que des documents internes décrivent comme un mode de contrôle manuel, un euphémisme pour désigner des sociétés qui gèrent des crises d'endettement, au coup par coup, plutôt que de mener des opérations durables. La Société unifiée de construction aéronautique, qui supervise la production de tous les avions de combat russes. Des Su-35 aux bombardiers Tu-95 est empêtré dans des centaines de procès, intentés par des sous-traitants impayés. Les contrats de défense sont exécutés à des prix fixés en 2019, alors que le coût des composants a augmenté, selon une correspondance interne, de dizaines, voire de 100 fois. Les entreprises subissent des pertes garanties à chaque livraison. La mobilisation de la main-d'œuvre pour la guerre a vidé les lignes de production de leurs travailleurs techniques. Et le marché d'exportation qui, historiquement, subventionnait les livraisons intérieures vendues à perte grâce aux exportations vers des pays comme l'Inde, l'Égypte, l'Algérie et le Vietnam, a presque disparu. En conséquence, les exportations d'armes de la Russie se sont effondrées d'environ 92% entre 2021 et 2024, selon la fondation Jamestown. L'Égypte a annulé son contrat pour les Su-35, l'Inde a choisi le Rafale français plutôt que le Su-57 russe. Même les pays encore nominalement intéressés par les avions russes commencent à remettre en question leur choix, car il est devenu très clair que la Russie ne peut pas garantir les délais de livraison ni les pièces de rechange. Les perspectives d'exportation du Su-57 se sont pratiquement évaporées. Le chasseur furtif léger, Su-75 Checkmate, censé être la réponse de la Russie au F-35, n'a pratiquement attiré aucun acheteur, son client le plus probable étant la Biélorussie, qui n'est guère un marché de premier plan. Il y a ensuite la question de la Chine. Pendant 2 décennies, la Chine a été l'un des meilleurs clients de la Russie, achetant des chasseurs Su-30 MK et peinant à maîtriser la technologie des moteurs à réaction qu'elle ne possédait pas encore. Aujourd'hui, la Chine produit le chasseur furtif J-20 de 5e génération, et le J-35 destiné à l'exportation, et elle fait activement la promotion de ses chasseurs de 4e génération à l'étranger. Jusqu'à présent, seul le Pakistan a reçu le J-10C, tandis que des pays comme l'Iran, l'Égypte, l'Indonésie et les Émirats arabes unis ont manifesté de l'intérêt ou exploré des accords potentiels. Pour les pays qui achetaient autrefois des avions de chasse abordables à Moscou, Pékin propose désormais la même offre, avec des chaînes d'approvisionnement non touchées par les sanctions occidentales. La position de la Russie en tant qu'alternative abordable à l'aviation militaire occidentale a été complètement sapée, tout comme les revenus d'exportation qui finançaient le développement de la prochaine génération. L'industrie aéronautique civile russe reflète la même désintégration, et les deux secteurs sont plus étroitement liés qu'il n'y paraît. La United Aircraft Corporation supervise à la fois la production de chasseurs militaires et celle d'avions de ligne civile, ce qui signifie que les décisions de gestion, les allocations budgétaires et l'affectation du personnel ont des répercussions sur les deux secteurs. En 2022, le gouvernement russe a annoncé un objectif ambitieux de plus de 1000 nouveaux avions civils pour les compagnies aériennes russes d'ici 2030. Au cours des 3 années qui ont suivi, les usines russes ont produit au total 13 avions civils. En 2025, la Russie a livré un seul avion commercial sur les 15 prévus. Les objectifs de production pour 2024 et 2025 ont été réduits de 160 et 11 avions à 21, puis à nouveau diminués en raison de ce que les responsables ont décrit comme des difficultés de financement. L'objectif de 1000 avions d'ici 2030 a depuis été discrètement révisé dans l'agenda public du Kremlin, les plans actualisés visant désormais un peu moins de 1000 avions produits localement, alors que les délais s'allongent sous le poids des sanctions et des difficultés de production. Pendant ce temps,
La flotte civile russe de plus de 700 avions, composée principalement de modèles Airbus et Boeing, dépend désormais de l'approvisionnement en pièces détachées sur le marché gris. Le service de renseignement extérieur ukrainien estime que la Russie pourrait perdre près de 30% de sa flotte d'avions civils d'ici 2030, les sanctions asphyxiant l'approvisionnement en pièces détachées. Nous voyons déjà certains signes de cet effondrement, comme avec l'AN-22, un avion de transport lourd qui s'est brisé en deux et s'est écrasé près de Moscou en décembre 2025, tuant 7 personnes. L'avion volait apparemment un an après sa date prévue de retrait du service. C'était probablement le dernier AN-22 en service en Russie. Voici comment tout cela s'explique. Le rapport de maintenance ayant fuité, les projections de pertes imputées, les chiffres de production, l'effondrement des exportations, la crise de la dette industrielle, la pénurie de main-d'œuvre et l'effondrement de l'aviation civile. La flotte russe a commencé à perdre la guerre, mais pas principalement à cause de son adversaire. Les pilotes ukrainiens ne sont pas plus capables d'effectuer davantage de missions. La Russie pousse chaque avion au-delà de sa limite afin de tenter de mettre fin à une guerre pratiquement figée à la fin de sa 2e année. Le président russe Vladimir Poutine ne peut pas cacher cet effondrement indéfiniment. À chaque panne de moteur ou avion abattu, les pertes s'accumuleront et les services de renseignement ukrainiens sont désormais assez compétents pour les repérer et les comptabiliser. La seule question est de savoir ce qu'il restera de la flotte à la fin de la guerre. Les vraies causes de l'effondrement de la Russie dépassent largement sa force aérienne. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses approfondies sur la guerre en Ukraine et les affaires militaires mondiales.